Bienvenue dans Yes We Care, le podcast des leaders qui font rimer succès avec humanité. Je m'appelle Faustine Durier et j'ai une conviction, l'entreprise de demain est celle qui valorise l'intelligence du cœur au même titre que la performance du chiffre. C'est ce qui m'a poussé à créer Humanside pour proposer des conférences et des formations qui mettent l'intelligence émotionnelle au service du management. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de dirigeants qui ont fait le pari du care. L'objectif, vous inspirer, vous donner envie de vous lancer et vous montrer par l'exemple que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Allez, c'est parti. Bonjour Laure. Bonjour Faustine. Bienvenue dans Yes We Care. Merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, petite intro, donc tu es la directrice de l'engagement sociétal et de la performance RSE chez ADP, qui sont donc les aéroports de Paris. Absolument. Depuis plus de 3 ans, mais on va dire que ça fait plus de 10 ans quand même que tu travailles dans ce groupe-là. Tu travailles à des postes toujours engagés, on va pas se le cacher, fondation, engagement citoyen, etc. Et à côté de ça, tu chômes pas non plus, puisque ça fait... tu as eu des activités variées donc dans le secteur public, notamment donc dans plusieurs cabinets ministériels, si je me trompe pas. Donc en étant par exemple élu, chargé de l'action sociale et de la solidarité, en travaillant pour le cabinet de la ministre des droits des femmes et porte-parole du gouvernement. Bon bref, ça fait plein de choses. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton parcours et aussi nous expliquer d'où vient cet engagement ? Alors parcours, j'ai fait du droit, j'ai fait sciences politiques. Je me destinais plutôt à une profession du droit. Et puis en parallèle de ça, j'ai été sensibilisée et engagée politiquement, j'allais dire très jeune, avec une conscience de l'intérêt général, mais au sens où on pouvait jouer un rôle, que par la politique, on pouvait changer la vie des gens. Et donc j'ai basculé très tôt, en fait, 2 ans après avoir commencé dans le droit. Mon engagement politique a fait que en 97, le contexte politique a fait que je suis rentrée dans mon premier cabinet et c'était et ça avait du sens. Le truc, c'est que je crois que j'ai toujours eu besoin de faire des choses. Alors aujourd'hui, j'allais dire, c'est un peu courant de se dire j'ai envie de faire un truc qui a du sens et être utile et me sentir utile. Moi, je l'avais chevillé au corps, je pense. Jeune, tôt, je sais pas, par éducation, par mes parents, j'en sais rien, je me suis jamais vraiment posé la question, j'ai avancé, et surtout, à chaque fois, j'essayais de travailler avec des gens pour qui j'avais du respect, au sens intellectuel du terme, et sur des sujets qui, à mon sens, étaient hyper importants, alors beaucoup sociaux. Parce que du coup, t'as les femmes et beaucoup toi, c'est très l'apprentissage, non ? Enfin, c'est C'était la pauvreté aussi, parce que j'ai bossé longtemps avec Martin Hirsch. Je suis montée, je suis plutôt à la base une fille de gauche, du PS. Et rocardienne, et avec une vision aussi plutôt prospective de la société. Et je me souviens de m'être fait virer du PS en 2007 quand je suis rentrée au cabinet de Martin Hirsch, parce que c'était dans un gouvernement de droite. Mais j'en avais discuté évidemment avec Michel Rocard, avec Alain Richard, avec qui j'étais élue à l'époque. Et ils m'avaient dit tous les deux, écoute, vas-y, fonce, il faut réformer le RMI de toute façon. Donc, on s'en fout en fait. Et puis je connaissais Martin Hirsch depuis longtemps et j'avais confiance en lui et dans sa capacité à faire, et avec l'idée qu'il avait qu'on pouvait aider les personnes en grande difficulté. Quand on est au RMI, généralement, c'est qu'on est quand même en grande difficulté. Et RMI, c'est RSA aujourd'hui. C'est le RSA aujourd'hui, et de considérer que il y avait une aberration quand on reprenait du travail à finalement gagner moins que en étant au RMI. Ça fait le lien avec le podcast d'avant, quand le travail ne paye plus. C'était complètement aberrant, et voilà. Et puis j'ai travaillé sur le handicap avec Dominique Gillot. Et c'était
c'était des sujets qui, pour moi, avaient un impact, devaient avoir un impact sur la société, sur les gens, sur les bénéficiaires, quoi. Moi, mon leitmotiv, ça a toujours été de me dire la politique, c'est super et c'est par ce biais-là qu'on fait avancer les choses, mais le truc à garder en tête, c'est pourquoi on le fait et pour qui on le fait. Et donc d'aller toujours sur le terrain. Et donc j'ai toujours eu un bureau dans tous les cabinets ministériels où j'ai été, mais je passais quand même plus de temps sur le terrain, et notamment avec les acteurs qui mettaient en place ces politiques publiques. Donc les préfets, les régions, les départements, les communes, les CCAS, etc., les NPE à l'époque, avant que ce soit Pôle emploi plus France Travail, les CAF, et d'essayer de garder sur le terrain, de voir quels outils on changeait, comment on se mettait en synergie les différents acteurs pour que ce soit fluide et que ce soit vraiment au bénéfice des gens, quoi. Et que ce soit pas juste des usines à gaz. Oui, mais c'est ça, c'est que t'as quand même eu le sentiment d'avoir cet impact-là en politique. Ouais. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Parce que je trouve que t'es parti dans le privé, et je trouve qu'aussi en tant qu'entreprise, on a l'impression qu'on peut faire peut-être plus de choses que dans le public aussi. Donc, alors c'était pas ce qui m'a motivé. Quand j'ai quitté la politique, j'allais dire, j'ai tout arrêté, mandat d'élu. Moi, j'étais élu municipal, hein, donc c'était pour moi le plus beau des mandats, parce qu'on est sur le terrain, parce qu'on voit les habitants, parce qu'on passe son temps à se faire engueuler quand on est élu municipal. Enfin, je suis admirative. Hein. Vraiment, j'ai toujours les été, élus, je sais pas, enfin les maires, tout ça. Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment le job plus ingrat, quoi. Dur, ouais, c'est le plus dur, parce que c'est travailler pour le collectif, et c'est rare en fait les habitants qui viennent dire c'est super ce que vous avez fait. Ça arrive, heureusement, mais la plupart du temps on se fait engueuler parce que la lumière de la rue machin elle est cassée, parce que je sais pas quoi, enfin il y a des trous dans la route, parce que ceci, parce que cela. Mais il n'empêche que ça reste pour moi le truc le plus concret qu'on puisse faire au bénéfice de la communauté, du collectif, et de changer et de voir assez rapidement, en fait. C'est un mandat où on agit et on voit les résultats très vite. Et quand ça va pas, on le voit aussi très vite. Mais on a quand même cette capacité à modifier, à ajuster. Voilà, ce qui est plus difficile sur d'autres mandats. Ça veut pas dire qu'ils sont moins bien, ça veut dire que ça m'intéressait moins. Et voilà, et quand j'ai quitté la politique, j'ai vraiment quitté la politique, j'ai arrêté. Bon, de toute façon, je m'étais fait virer du PS, donc la question. En fait, c'était parce qu'il y avait le mandat qui s'arrêtait, ou enfin, c'est ce qui t'a amené. Non, parce que non, j'étais en cours. J'ai fait mon dernier cabinet, c'était sous Hollande en 2012-2014. Je crois que j'étais. Il y a un moment donné où c'est des jobs où soit on est à 300%, H24 quasiment, soit on arrête. C'est tellement prenant, c'est tellement il y en a qui arrivent à rester très longtemps. Je sais pas si c'est bien, mais moi j'ai fait des tranches de 3 ans, parce qu'au bout de 3 ans on est rincé, on est lessivé, et voilà. Et je sais pas, j'arrivais à 45 ans, peut-être que j'y croyais aussi un peu moins, honnêtement. Et je me suis dit, mais en fait tu peux agir autrement aussi sur le terrain. Et j'avais envie d'avoir cette expérience en entreprise, mais je voulais garder quand même une entreprise avec une mission de service public, parce que pour moi c'est ce qui a du sens, non pas que les entreprises privées n'ont pas de sens, mais en tout cas pour moi c'est ça qui avait du sens. Et voilà, il se trouve que j'ai été en relation par un intermédiaire avec Augustin de Romanet, qui arrivait chez ADP depuis peu. Qui est le président actuel, c'est ça? Qui est le président actuel, et donc qui va terminer son deuxième mandat. Et donc qui va faire autre chose, qui va nous quitter, qui va faire autre chose. Et avec une feuille de route qui était Laure, structurez-moi l'engagement de ce groupe. Alors non pas qu'il n'y avait pas d'engagement, c'est un groupe qui était déjà engagé, c'était un ancien établissement public qui avait été privatisé 10 ans avant, quasiment en 2006, et donc qui rentrait dans une autre ère. Quand on passe du public à demi-public, on commence à adopter les codes du privé, avec
il a fallu faire des changements de culture où on considérait plus le passager juste comme un passager mais comme un client et donc à qui on doit un certain nombre de choses dont l'accueil, dont l'hospitalité, etc., etc. Et puis il y avait pas mal de choses qui étaient faites en termes d'engagement environnementaux, etc. Mais en fait c'était pas structuré. Tu peux me rappeler l'année à laquelle tu as rejoint? Moi, je suis rentrée fin 2014, début 2015 chez ADP. Non, parce que là, on parle que de ça, tu vois, d'engagement, de RSE, mais faut pas. Enfin, je veux dire, ça avait clairement pas la cote. Non, pas du tout. Il y a quelques années, en fait. C'était carrément pas bankable du tout. Il y a 10 ans, on n'entendait pas parler. Enfin, moi, je me souviens que ça faisait presque un peu de job fictif. En direction, on va l'occuper à faire de l'engagement, mais il y avait rien derrière, il y avait c'est pas ça, de budget. Là, vraiment, c'est pas qu'il y avait rien derrière, c'est juste que c'était pas structuré, quoi. Voilà. Et donc pendant 10 ans, et donc j'ai partagé mon constat, mon diagnostic avec lui, on était en phase et voilà, et on a construit petit à petit cet engagement, on a créé une fondation d'entreprise. Et justement, comment tu t'y prends? Parce que moi, ma question, c'était, je vois que vous êtes très centré, votre combat, quand on le voit, c'est vraiment sur justement alors je sais pas si c'est le bon mot, l'apprentissage, mais la formation des jeunes, en fait. Mais en fait, c'est très lié quand on réfléchit 3 secondes, on regarde où sont nos plateformes, nos aéroports. On a 3 aéroports à Paris, Orly, Le Bourget et Roissy, qui sont tous les 3 au milieu de quartiers politiques de la ville, quoi, et dont sur 2 départements qui font partie des départements les plus jeunes de France, la Seine-Saint-Denis, le Val d'Oise, et les autres sont quand même aussi pas très loin. Et en même temps, avec des taux de décrochage scolaire extrêmement importants, avec de l'illettrisme, etc. Et en fait, on raisonne local, en fait. Local. Moi, je considère qu'on a une responsabilité territoriale. On est un très gros acteur économique. On emploie, quand je dis on, c'est la communauté aéroportuaire représente 120 000 collaborateurs. ADP, c'est 5 000 personnes. Stricto sensu, c'est 5 000 personnes. Mais c'est 5 000 personnes qui sont chefs d'orchestre pour faire tourner ces 3 aéroports. 5 000 personnes, ça me paraît pas énorme, pardon, mais... Non, c'est pas énorme, mais tous les autres collaborateurs sont dans des entreprises prestataires. Ouais, il y a beaucoup de prestataires. Le bagage, l'accueil, la livraison, tout le handling, ce qu'on appelle, qui vont préparer les avions, l'assistance en escale, les restos, les hôtels, les loueurs de voitures. C'est une plateforme, en fait. C'est ça, c'est une ville dans la ville, quelque part. Et c'est pas l'enjeu, c'est comment est-ce que cet acteur économique qui est un aéroport sur son territoire, il interagit justement avec ce territoire, avec les élus, avec les associations, avec les jeunes qui ont vocation justement à être formés et puis à trouver du boulot sur leur territoire. Ils sont pas obligés d'aller à Tataouine-les-Bains pour trouver un boulot. Et voilà. Et donc on s'est dit, notre logique, ça a été de se dire, un des enjeux, c'est pour les jeunes, c'est comment est-ce qu'on agit avec les écoles, avec les collèges, avec les lycées, avec les centres de formation, pour que ils aient accès, ils soient formés dans les meilleures conditions possibles, et que et on sait bien que plus on attaque tôt, plus on donne des chances aux enfants d'accéder justement à une orientation et à des formations de qualité, accéder à l'emploi et à vivre, et à avoir une vie sur ce territoire qui soit de qualité. Comment on fait, quoi? Et donc, ça a été tout notre raisonnement. Et pourquoi, derrière tout ça, j'ai l'habitude de dire que on fait un mécénat qui normalement est désintéressé, évidemment. Mais moi, je fais un mécénat intéressé humainement. Parce que un aéroport, ça a en permanence besoin de collaborateurs, qu'il y a un turnover normal. Moi, ça me choque pas du tout que vous fassiez un mécénat intéressant. Enfin, intéressé, je veux dire, c'est... ça choque c'est pas du mal win-win, mais non, mes collègues du mécénat, mais moi j'ai investi humainement sur ce territoire. Bien sûr. Et donc de savoir que on va avoir besoin tout le temps, dans les 5, 10, 15, 20 ans, de collaborateurs formés sur tous nos métiers, et des métiers qui vont évoluer évidemment
terriblement parce que les technologies évoluent, parce que on a je sais pas l'hydrogène qui va arriver, parce que on a toutes les énergies décarbonées, etc. Parce que le digital prend le pas sur énormément de métiers, parce que je sais pas les drones, parce que tous les nouveaux métiers qu'on peut imaginer et qu'on va utiliser, les nouvelles technologies, etc. Et donc, comment est-ce qu'on prépare ça ? À la fois en interne, mais ça, j'allais dire, c'est le job de la RH de savoir faire évoluer les compétences des collaborateurs en interne pour les emmener vers ces nouveaux métiers. Et vers l'externe, comment est-ce qu'on fait pour que des jeunes sur notre territoire puissent accéder à ces formations, les connaissent, puissent y accéder, puissent être formés, puissent intégrer nos métiers. Et donc c'est un travail avec le territoire, avec l'éducation nationale, avec les centres de formation. Il y a plein de collaborateurs d'ADP qui vont dans les collèges. C'était justement ma question. Comment on associe les collaborateurs à ce genre d'initiative En fait, j'allais dire quelque part c'est peut-être le plus facile parce que ils sont eux-mêmes parents. Donc, ils voient bien, ils projettent bien l'intérêt d'aller expliquer aux jeunes. Je sais que l'éducation nationale va me détester de dire ça, mais je trouve que le système d'orientation, le système de présentation des métiers est pas bon. Il s'améliore petit à petit, mais aujourd'hui, il est pas bon. On demande à des profs principaux de leur parler de métiers qu'ils ne connaissent pas. Qu'ils ne connaissent absolument pas, parce que la plupart du temps, ils ont fait leur carrière, alors même s'il y a de plus en plus de profs qui viennent de l'extérieur maintenant, mais quand même, qui ont jamais foutu les pieds dans une entreprise. Tout bêtement. Et donc, on peut pas leur en vouloir de pas savoir expliquer aux gamins comment ça se passe, quelles sont les évolutions possibles, etc., etc. Et donc, j'ai fait une action très bête, c'est de faire venir des profs et de leur faire visiter les plateformes, de les faire rencontrer des collaborateurs, des métiers. Justement, je me posais la question. Débile, quoi. Les actions très concrètes, en fait. Moi, je suis pour le très concret. Ouais. Donc, et donc, vous faites un peu des vies ma vie pour les profs. Exactement. Quand vous dites que vous formez les jeunes, comment ça se passe en fait on va alors à la fois on va dans les collèges pour leur présenter les métiers et puis leur présenter les métiers et surtout aussi les parcours des collaborateurs. On n'a pas tous des parcours linéaires où on a fait notre bac plus 6 et roule, je suis sortie de l'école, de la fac de je sais pas où et j'ai trouvé mon premier job hyper fastoche. Non, c'est bien sûr pas comme ça que ça se passe. Et donc, il y a des collaborateurs qui ont eu des parcours très divers, qui étaient mauvais à l'école. Donc des témoignages un peu pour s'identifier. Des témoignages, exactement. Les mômes, ils ont aussi besoin de se dire, en fait, c'est peut-être accessible, quoi, finalement. Et on les voit bien, les stages de troisième, quand ils viennent faire leur semaine d'immersion. La fameuse. La fameuse, ouais. Et donc, pareil, on a essayé de faire quelque chose qui soit... intelligent, c'est-à-dire que ils viennent pas une semaine à la compta, même si j'adore mes collègues de la compta, mais pour faire des photocopies et porter le café. Ils sont mis à contribution. Ils sont mis à contribution et donc à chaque fois, le lundi, alors on fait ça avec une asso qui est topissime qui s'appelle Tous en stage. Le lundi, ils sont chez Aéroport de Paris et ils rencontrent les collaborateurs, ils vont dans les plateformes, etc. Le mardi, ils sont chez Air France et donc les collègues d'Air France leur parlent aussi des métiers de l'aérien, je sais pas, le donc mercredi. En fait, vous j'imagine aussi, en fait, vous sponsorisez des associations, c'est ça, qui sont en lien avec l'éducation. Qui nous aident, qui nous aident à faire ça, parce que, vous n'êtes pas expert sur le sujet. Des experts sur le sujet, quoi. Donc. Parce que j'entends le fait de vivre ma vie, les témoignages, c'est hyper intéressant. Je pense que derrière, c'est aussi intéressant parce qu'on se dit, on va pouvoir recruter potentiellement de futurs collaborateurs. Faut leur donner envie, en fait. Faut leur dire, d'abord, tous les métiers qui existent, dont ils ont absolument aucune idée. Enfin, quand on les interroge, ils sont minots, ils ont 14 ans. Quand on les interroge, quand ils arrivent le premier jour, alors qu'est-ce que vous connaissez des métiers de l'aéroportuaire? Vous pouvez nous en citer quelques-uns. Oui, pilote de ligne, ça, c'est universel, hôtesse de l'air, et dans le meilleur des cas, contrôleur aérien. J'avoue que même moi, je suis pas sûre de citer tous les métiers. Et ils imaginent absolument pas tous les métiers qu'il faut pour faire fonctionner un aéroport. Donc, on leur fait découvrir ça, on leur dit quelles sont les formations, etc., etc. Et on essaye notamment sur les métiers techniques, et notamment auprès des filles, pour leur dire à quel point elles peuvent accéder à ces métiers-là, et que c'est pas des métiers réservés aux hommes. Et là, le barrage,
c'est pas tant les filles que les parents, en fait. Souvent, on a des réflexions de filles qui nous disent « Ah là là, mais moi, mes parents, ils n'accepteraient jamais que j'aille faire une formation, je sais pas, de technicienne de maintenance ou d'électricienne. On a des métiers d'électricien très, très poussés. » Voilà, donc le plafond, il est aussi dans l'acculturation des parents qu'il faut faire, quoi. C'est pour ça que c'est intéressant de faire venir les profs, en fait. Exactement, et qui se rendent compte aussi. On fait des portes ouvertes pour faire visiter aussi aux parents, pour que vraiment ils se rendent compte de toute la richesse qu'ils ont juste à côté d'eux, quoi. Mais et puis après, vraiment, faut pas se leurrer, j'adore le côté local. En fait, c'est marrant parce qu'au début, je me disais, mais c'est drôle cet engagement sur l'apprentissage, parce qu'on va jeter un pavé dans la mare. En fait, on pourrait se dire, bah dis donc, comme ils se font taper sur les doigts tout le temps parce que c'est de l'aéroportuaire, enfin. C'est pas bien de prendre l'avion, etc. Ils vont nous faire un truc de décarbonation, décarbonation, pardon. On va planter un arbre. Non. Je veux dire, ça aurait pu être aussi simple que ça. Et donc... Non, on fait pas ça. On a des politiques de décarbonation, mais qui sont très techniques chez nous, évidemment, mais et puis qui sont corrélées aussi aux avions, aux avionneurs, aux compagnies aériennes. Enfin, on n'est pas tout seul pour faire ça. Et ça, j'allais dire, c'est intrinsèque aujourd'hui à tout le métier. Il faut qu'on réussisse cette décarbonation pour la génération 2050, évidemment. Il n'y a pas de raison, si vous voulez, de se dire que il y a toute une génération et tout un tas de gens qui ont eu accès à l'avion au monde entier, voilà, et que à partir de maintenant, désolé, pardon, hein, mais vous y aurez pas droit. Non, le but c'est qu'ils continuent à pouvoir prendre l'avion. Alors peut-être pas pour aller à Madrid le week-end, ok, ça on peut peut-être s'en passer évidemment, mais par contre, moi j'ai envie que mes petits enfants ils continuent à pouvoir aller en Chine, en Amérique du Sud et je sais pas où, mais par contre dans des conditions où on va pas pourrir la planète plus qu'elle ne l'est déjà. Et donc c'est toute la recherche, tout l'effort collectif qu'il faut que cette branche d'activité fasse pour arriver à ça. Et évidemment que le Covid a amplifié ça parce que d'un coup pendant le Covid, ok, il y a eu la pandémie, etc., et que ça a été dramatique, mais on s'est aussi rendu compte que, tiens, il y avait des choses qui changeaient, que il y avait des animaux qu'on voyait, etc. Enfin, et du coup, il y a eu une prise de conscience, très différente. Alors, le constat que ça peut marcher, quoi. Exactement. Et donc du coup, l'enjeu derrière, même dans ton poste, enfin, je veux dire, t'es devenu, c'est sous les spotlights, quoi. Enfin, t'es devenu the poste en vue. Ouais. Et puis et c'est aussi comme ça qu'on s'est dit, ok, il faut qu'on sorte une stratégie RSE qui soit imbriquée dans la stratégie globale du groupe, qui soit très forte et qui montre en fait tout ce qu'on est en train de faire et tout ce qu'il faut qu'on amplifie dans nos actions pour réussir cette transformation. C'est dur, une transformation d'entreprise. Hein. D'un coup, on claque pas des doigts pour changer la culture de l'entreprise. Et donc, voilà, on s'y est tous mis. On avait, grosso modo, 1 an et demi, quoi, le temps de la pandémie, pour se dire, OK, quels sont nos plans d'action, qu'est-ce qu'on se donne comme objectif, etc., etc. Et oui, c'est pas simple, bien sûr et on a des obstacles, et il faut les surmonter, mais en même temps, c'est passionnant. C'est passionnant de se dire, tiens, sur l'achat, par exemple, comment est-ce qu'on essaye de faire plus de circuits courts ? Oui, en fait, ce qui est intéressant avec vous, c'est comme vous êtes une petite ville aussi, votre impact, il sera énormément dans le choix de vos prestataires, dans exactement toute la partie en amont, en fait, aussi. C'est toute la chaîne de valeur, fait, qu'on doit toucher et qu'on doit embarquer avec nous. Et donc, c'est pas juste ADP, c'est toute la communauté aéroportuaire qu'on essaye d'emmener avec nous et avec nous et qu'on essaye de conscientiser sur ces sujets-là. Et ça marche très bien. Il y a à Orly, la patronne d'Orly, Justine Coutard, elle a réussi à créer une alliance environnementale avec les entreprises qui interviennent sur la plateforme en se disant, ok, on va poser les choses sur la table, sur quoi on peut agir concrètement maintenant et quelles sont les différentes étapes qu'il faut qu'on ait pour aboutir à ça dans 5, 10, 15 ans.
Et c'est ambitieux. Bien sûr que c'est ambitieux. Bien sûr que c'est contraignant. Bien sûr que ça a un coût. Mais on n'a pas le choix. Je veux dire, si on veut continuer à faire notre métier, si on veut continuer à ce que les gens puissent voyager, bien sûr qu'on n'a pas le choix. Oui, en fait, vous aidez les gens à voyager. Ouais, et en même temps, on leur dit, si vous allez chercher, vous entendrez Augustin de Romanet dire ceux qui ont eu l'habitude ou qui ont aussi les moyens de voyager, etc., essayez de réfléchir aussi 3 secondes à le faire avec responsabilité et à vous dire, bon, peut-être que sur l'avion domestique notamment, un Paris-Marseille en 3 heures en train, c'est quand même, c'est pas si dur que ça. On peut travailler dans le train, plutôt que l'avion en 1h15, certes, voilà. Et donc l'enjeu aussi, c'est de travailler avec le airfare et les intermodalités et de faire aussi de notre aéroport, que ce soit Orly ou Roissy, mais Roissy est un gros hub international, de faire en sorte que on ait plus de liaisons. TGV qui desservent beaucoup plus largement, etc. C'est comment essayer de faire en sorte que les gens qui viennent à l'aéroport n'y viennent plus en voiture. Alors, quelque part, on se tire une balle dans le pied parce que le commerce des parkings est très lucratif. C'est ça qui est difficile pour vous, quand même. Mais oui, mais dans le choix de l'équation, c'est de se dire, est-ce que l'enjeu, c'est cette décarbonation, c'est effectivement d'avoir des transports en commun, donc le CDG Express qui va arriver en 2027 va être une révolution, comme la ligne 14 est en train de l'être pour Orly, parce que en 25 minutes, vous reliez Châtelet et Orly maintenant, et que du coup, ça désengorge forcément les routes aussi. Enfin, vous voyez, c'est tout un écosystème dont on tient compte, et avec les maires, avec les élus, les présidents de communautés d'agglo, etc., où personne, enfin, on en a tous marre d'être dans des embouteillages avec des gens qui sont seuls dans leur voiture, mais qui en même temps parfois n'ont pas le choix que de prendre leur voiture. Oui, absolument. Donc, comment est-ce qu'on... Transport assure pas. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a tout un travail collectif avec IDFM, avec le Grand Paris, etc., pour essayer de faire en sorte que cette décarbonation qu'on souhaite tous de nos voeux, parce qu'on a envie de continuer à voyager, que ce soit par le train, que ce soit par l'avion, que ce soit par la voiture électrique ou la voiture à hydrogène, et surtout les transports en commun, parce que c'est quand même ça sur une agglo comme le Grand Paris, et que ça fonctionne, quoi, et qu'on laisse pas une planète à nos enfants qui soient bien pourris, quoi. On voit quand même à quel point le sujet est devenu complètement stratégique, parce que tu me disais qu'il y a une personne qui est au COMEX, donc qui représente la direction de développement durable. Exactement. Chez vous depuis 2 ans, qui a plus de sujets que ça de façon globale, mais qui porte cette question du développement durable, de la RSE, de notre engagement, vraiment, notre responsabilité. Et bien sûr que c'est une responsabilité sociétale au sens entier du terme, par rapport à la société dans son ensemble. Mais moi, je l'angle beaucoup sur notre responsabilité territoriale, parce que si on n'a pas cette responsabilité territoriale, je ne vois pas comment on peut l'avoir au plan national et international. Ouais, bien sûr. Tout bêtement. Et comment, parce que justement, ce qu'on se disait, c'est que c'est devenu extrêmement tendance, entre guillemets, la RSE aujourd'hui. Est-ce que tu vois, tu le vois auprès des jeunes, justement, tu ressens cette appétence, parce que c'est clairement un vrai leitmotiv pour beaucoup de personnes aujourd'hui, de rejoindre une entreprise qui est engagée, qui est sociétalement responsable. Oui, bien sûr. Les RH et les recruteurs nous disent beaucoup que les jeunes qui viennent postuler, à la fois, ils aiment l'avion, enfin, ils aiment l'aérien. C'est souvent, il y a beaucoup de passionnés. Air France vous dirait la même chose. Puis c'est tellement relatif à notre industrie française. Mais en même temps, ils veulent s'assurer que ce qu'on dit, que ce qu'on annonce, que ce qu'on est en train de faire, on est vraiment en train de le faire. Et donc, on a des indicateurs de suivi. Et on se donne des objectifs. Et il y a des moments, ils sont pas bons. Et donc, on se dit, OK, pourquoi c'est pas bon ? Qu'est-ce qui bloque, quoi ? Qu'est-ce qui fait que ça marche pas ? Et donc, on rapporte ça au COMEX et au conseil d'administration plusieurs fois par an, à nos investisseurs tous les ans, évidemment. Et c'est
au-delà de l'aspect purement financier, de ce que ça représente en investissement, etc., je trouve que ça a permis le fait de l'ancrer dans une stratégie globale et notamment financière. Et ben d'un coup, ça permet qu'on puisse avancer. Parce que c'est un enjeu. C'est devenu un enjeu majeur. Terrible, mais... Et à partir du moment où les investisseurs et où notre conseil d'administration regarde ces indicateurs, et ben, paf, on y va. Je te dirais la même chose sur l'engagement des collaborateurs, qui est chez nous assez fort sur plein de sujets. J'avais un petit souci, donc c'est dans mon département. Vraiment, ça, on l'a porté avec Augustin de Romanet depuis 10 ans. Et c'est un enjeu fort. L'engagement, quand tu as un collaborateur engagé, il l'est à tous les niveaux. Il l'est vis-à-vis des associations, des causes, etc. Mais il l'est aussi dans son job, évidemment. Et j'avais un petit souci avec ce que j'appelle le middle management, quoi, et qui avait du mal à laisser partir leurs collaborateurs avoir un engagement, parce que c'est du temps homme qui leur est pris. Et... ceux qui jouaient le jeu se rendaient compte que le collaborateur revenait encore plus motivé, avec un autre état d'esprit, etc., et disaient ouais, t'as raison, c'est chouette. Et puis il y a ceux qui n'en débordaient pas. Et donc je me suis dit par quel biais en fait je pourrais forcer le truc un petit peu, quoi. Et ben il y a pas 36 000 solutions, c'est la carotte financière. Et donc je l'ai collé. Vous l'avez mis dans les objectifs ? Je l'ai mis dans l'intéressement. Okay. C'est un des indicateurs, un des KPI de l'intéressement. Ah bah d'un coup. Oh, ça marche. Et l'important, c'est que derrière, ils se rendent compte et que même eux-mêmes peuvent faire un engagement accessoirement avec leurs équipes et que ils voient du coup leurs collaborateurs un petit peu différemment. Mais du coup, le soutien des syndicats, il est aussi très fort et il pousse à ce que cet indicateur il soit rempli parce que il faut réussir l'indicateur de l'intéressement. Alors certains m'ont dit à l'extérieur, ouais, mais en fait, tu forces un peu les choses, ça doit rester du volontariat, ça doit rester de la décision du mais si c'est de la culture d'entreprise aussi. Et ouais. Et je dis, oui, ok, j'entends ça. Il faut jouer le jeu tous ensemble, quoi. Il faut jouer le jeu tous ensemble. Et donc, si pousser un petit peu, mettre un petit coup de pic, en disant, attention. Et c'est surtout quelque chose, moi je cherchais quelque chose qui soit collectif, où tout le monde puisse agir. De la même façon qu'on a mis un indicateur environnement, sur la consommation d'énergie. C'est de l'alignement en fait. Voilà, tout le monde peut agir dessus. Ouais. C'est pas juste quelques-uns qui peuvent agir dessus, c'est tout le monde. En disant c'est de votre faute si vous n'avez pas eu le verre. Et du coup, on réussit ces enveloppes-là, ces indicateurs-là. C'est génial d'avoir cette capacité-là, en tout cas. Enfin, chapeau. Et c'est ce qui a été super, surtout, c'est que, en fait, tout ça, à mon humble avis, n'a été possible aussi que parce que on a eu une gouvernance et un président qui ont porté ça, qui y croient profondément et qui l'ont porté. Et si vous n'avez pas une incarnation par la gouvernance et par votre président de ces sujets-là, et qui surmonte et qui nous aide à surmonter les difficultés, parce qu'il y en a, évidemment qu'il y en a au quotidien, c'est pas chose facile, et ben je pense que ça fonctionne pas bien, quoi. Voilà, et que ceux qui n'ont pas envie d'y aller trouvent toujours la bonne raison pour ne pas y aller, et puis de toute façon, comme leur gouvernance les incite pas, les force, enfin leur montre pas aussi l'exemple, le mentorat, truc. Oui, j'allais dire, c'est une action classique. Là, par exemple, pour pouvoir avoir ma participation, ce serait quoi ? Ce serait d'aller dans une école, Ouais, ça peut. En fait, ils ont tous 3 jours d'engagement. Par an ? Par an. Ok, donc je choisis quand je veux. Ça, c'est le minimum syndical chez nous. D'accord. C'est tout le monde au même titre que vous avez X RTT ou X congés payés par an. Vous avez 3 jours de journée d'engagement. Vous l'avez appelé comme ça, une journée d'engagement ? Ouais, journée d'engagement, ouais. Okay. Et engagement citoyen même, dit notre président. Et voilà. Après, à côté de ça, ils peuvent être en plus mentors. Ah, c'est eux qui choisissent ? Pardon. Ouais, c'est eux qui choisissent. On a une plateforme en fait sur laquelle ils ont plein de missions.
Là, on a institué le mois de l'engagement au mois de novembre, où là, pour le coup, c'est mes collaborateurs, la direction de l'engagement citoyen, qui organise pendant tout le mois des missions spécifiques, etc., etc. Mais tout le reste du temps, ils ont une plateforme et ils ont des missions sur lesquelles ils peuvent aller. C'est chouette, quoi. Ils ont le choix. Ils ont vraiment le choix, des thématiques. Ils peuvent eux-mêmes amener une association qu'ils aiment bien, qu'ils connaissent, etc., que nous, on ne connaîtrait pas et qui aurait besoin de collaborateurs, de soutien, de volontaires, etc. Donc voilà. Et sur le mentorat, par exemple, on a décidé de s'engager avec d'autres entreprises sur le mentorat. Le président est mentor lui-même d'un gosse qui est d'un jeune qui est au lycée. Ouais, non, mais l'exemplarité. L'exemplarité. Et il y prend plaisir. Enfin, je veux dire, il le fait pas juste pour donner l'exemple, parce qu'il y croit. Il pense que le réseau, que l'échange avec... on sait bien à quel point certains gamins n'ont absolument pas dans leur famille ce soutien-là, ou même cette capacité à sortir de leur ville ou de leur département. Donc, cette partie-là de mentorat où tous les mois, ils voient son mentor, ils discutent, ils vont faire une expo, ils vont dans des endroits où il n'a pas forcément l'habitude d'aller. Moi, je veux bien devenir aussi mentorée. Hein. Non, mais voilà. Et du coup, ça a engagé d'autres collaborateurs. Bah oui, elle le fait, évidemment. Après, on a un collègue à la DSI, il a 2 mentors, deux filleuls depuis 10 ans. Et pareil, on travaille avec des partenaires associatifs, avec Télémac, avec d'autres partenaires associatifs qui accompagnent ces jeunes, etc. Mais voilà, je crois beaucoup à l'incarnation et que l'exemple, et notamment l'exemple de la gouvernance, est hyper importante. Alors après, il y a des collègues qui le font par conviction profonde, et heureusement. Mais il y en a d'autres qui se disent « Ah bah ouais, ok, si notre patron le fait, peut-être que c'est pas mal et qu'on peut le faire nous aussi. » quoi. Bah, c'est sûr que si le patron le fait, le middle manager peut pas dire qu'il a pas le temps, en fait. Hein. Mais oui, c'est... Voilà. Donc voilà, et on multiplie comme ça toutes les actions concrètes de travail avec le territoire, avec les jeunes. Et c'est vrai qu'on est très porté jeunes, clairement. Mais parce que c'est l'avenir. Enfin, je veux dire, c'est enfoncer une porte ouverte que de dire que les jeunes sont l'avenir de chaque pays, de génération en génération, et que ça se renouvelle. Non, mais c'est intéressant. Du coup, ça sera votre fil rouge toujours, quoi. Ouais, je pense. On va changer de président parce que, tu vois, dans pas longtemps, et je n'imagine pas culturellement, ce serait trop bizarre. qu'il ait culturellement une autre vision. Alors, il peut apporter aussi, bien sûr, et il apportera forcément, ou elle apportera forcément d'autres choses. Mais ce fil rouge-là de notre territoire, des jeunes de notre territoire, mais aussi des jeunes start-upers, mais aussi de faire en sorte que les entreprises de nos territoires aient accès à nos marchés. Voilà, il y a tellement de choses qu'on peut faire pour développer. Honnêtement, nous, on a toujours considéré que si notre territoire allait bien, on irait bien, et inversement. Oui, absolument. Si on va bien, ils doivent aller bien, et on doit les emmener avec nous. On doit partager cette valeur-là. Et c'est pas que de la valeur financière. C'est drôle parce que ça fait le lien. J'ai interviewé Sylvain Brozard qui a développé la perma-entreprise. Ça fait le lien avec ça, en fait. C'est voilà comment on s'imprègne. La permaculture, c'est ça, quoi. Je vais cultiver avec tout ce qui existe et je vais mélanger et je vais travailler avec le territoire, quoi. Donc, avec des principes clés, voilà. Exactement. Et on essaye de faire la même chose avec nos assets à l'international. Alors, évidemment que ils ont aussi leurs spécificités, ils ont leur culture, etc. Mais je pense qu'il y a des valeurs de base qui sont non négociables. C'est une forme du circuit court de la RSE. C'est ça. Et donc, on a deux axes très très forts qui sont responsabilité et hospitalité. C'est les 2 valeurs de notre raison d'être. Et on l'applique à tout. Il faut l'appliquer à tout. Voilà. Et oui, il y a des moments c'est plus difficile. Je sais pas avec. Justement, on parlait un peu du moment de la période du Covid. Ouais. J'imagine. Enfin, moi, on en parlait parce que ça a dû être inédit. Et ça a été inédit pour tout le monde. Mais en fait, de par votre secteur d'activité, c'est fou. Ah le choc de devoir fermer Orly, ça a été une déflagration dans la maison, évidemment.
Personne ne pouvait imaginer un jour qu'on puisse fermer un aéroport. C'était même comment on organise ça, quoi. Enfin, c'est le chaos. Enfin, je sais pas. Bah non, ça a été non, parce qu'on a des process quand même, mais c'était moi je me souviens d'avoir vu c'est une image qui reste gravée pour moi, d'avoir vu Orly avec tous les avions Transavia parqués sur les pistes à l'arrêt avec leurs manchons sur les moteurs. Un silence hallucinant. On a un collègue qui a pris énormément de photos de la faune et à ce moment-là qui a fait le tour des réseaux du reste d'un renard qui venait sur les pistes, parce qu'on a beaucoup de renards, on a beaucoup de familles de renards sur nos emprises. Et c'était anecdotique, mais ça montrait bien cet arrêt, quoi, d'un coup. Et ce silence. Alors, ça a permis aussi aux gens de se dire, oh, mais en fait, c'est quand même très, très bruyant, quoi, mine de rien. Mais ce qui est bruyant, bien sûr que c'est les avions. Et donc, on travaille énormément à réduire ces nuisances sonores. Mais en même temps, quand vous avez un aéroport qui est au milieu de la ville, et c'est le revers de la médaille, c'est d'avoir un aéroport à la fois proche de Paris et en même temps qui génère des nuisances évidemment. Donc on travaille énormément, mais pas seul, avec les pilotes, avec la DGAC, etc. sur ce qu'on appelle les approches équilibrées pour réduire le plus possible le son des moteurs d'avion. Les avionneurs travaillent eux-mêmes évidemment à la réduction des nuisances sonores des moteurs, mais un avion c'est une longue vie. Un avion ça peut tenir 25-30 ans, et donc le renouvellement des flottes se fait petit à petit. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, quoi. Mais bien sûr. Et on voit bien aujourd'hui que l'A320 Neo fait 10 fois moins de bruit que l'ancienne Caravelle. Enfin, bon, vous voyez. Donc, et en même temps, c'est... Faut accepter un peu le temps long, quoi. Bah oui, mais sauf que quand vous êtes à côté, que vous habitez à côté, il y a des moments c'est un peu raide, quoi. Et en même temps, c'est aussi un gisement économique d'emploi, de création de valeur, etc. Donc c'est toujours cette distorsion entre pour les maires, entre il faut réduire les nuisances et il faut mettre des couvre-feux à partir de telle heure, etc., etc. Et en même temps, c'est ce qui tire le territoire, ce qui tire sa commune économiquement. S'il avait plus les emplois de l'aéroport autour de sa ville, ce serait dramatique. Donc, vous voyez, il faut toujours arriver à doser les efforts qu'il faut faire et les nécessaires efforts qu'il faut faire en termes de responsabilité sociétale et de gouvernance de l'entreprise et environnementale, etc., etc. Et en même temps, continuer le business. Et est-ce que, comment ça s'est passé un peu? Parce que est-ce que vous étiez préparé à ce travail? Évidemment que non, mais je veux dire, quand on arrête tout comme ça, vous avez retrouvé zéro chiffre d'affaires. C'est ça, on s'est retrouvé. Vous devez tous travailler à distance. D'abord, il y a eu 80-85% de collaborateurs qui ont été mis au chômage total. Parce que ce sont des gens qui travaillent sur site, donc il n'y avait pas d'autres possibilités. Alors après, il y avait il y avait des fonctions spécifiques parce que malgré tout, il y avait quand même encore du sanitaire, il y avait le cargo, il y avait tout ça, donc il faut quand même. Il y avait 85%, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'une entreprise, et qui sont revenus petit à petit, d'abord à 40%, puis à 60%, en fonction de l'activité qui reprenait en fait. Et tout le monde est revenu à 100% le 1er juillet 2021, donc plus d'un an. On s'est arrêté le 17 mars, et plus d'un an après. Et qui sont revenus aussi dans une entreprise transformée, parce que la gouvernance et le président n'ont pas voulu faire de plan social de licenciement, et ce qui est plutôt tout à leur honneur. Et donc, ils ont préféré faire un plan de départ volontaire et puis des réductions de salaire. Et donc, on a tous eu nos salaires réduits, et à commencer par la gouvernance. Toujours en exemplarité. C'est un sacré effort quand même. Pour pouvoir tenir, parce que on voulait par ailleurs pas faire de prêts d'État, etc. Bon, bref, peu importe. Mais et donc ils sont revenus
on devait être 6000, je pense, quelque chose dans le genre, avant le Covid. Et ils sont revenus dans une entreprise où il y avait 1250 personnes qui partaient. Et donc des collègues à eux qu'ils ont vus pendant 20 ou 30 ans, qui n'étaient plus là. Ils sont revenus dans une entreprise où, de fait, le télétravail étant devenu... on a un mi-temps télétravail, 50% télétravail, jusqu'à 50% télétravail. Et donc, du coup, on a optimisé aussi les espaces. Et donc, on a multiplié les open space. Alors, OK, avec toutes les cabines qu'il faut, les salles de réunion, tout ce que vous voulez, etc. Mais quand même. Ouais, bien sûr. Ça a été une accélération subie, quoi. Ça a été une accélération incroyable. Et c'est très déstabilisant, avec très peu de pots de départ, parce qu'on s'en souvient plus, on a les mémoires assez courtes, et on veut oublier aussi cette période-là, mais où on pouvait pas réunir les gens pour faire un pot de départ, parce qu'on était encore sous le coup des restrictions liées à cette pandémie. Et ça a été dur. Mentalement, psychologiquement, ça a été dur, évidemment. Et puis on est reparti. Et puis la machine s'est remise en route. Et puis le trafic est revenu petit à petit. Et même à la limite plus vite que ce qu'on avait imaginé. Et assez. Je lisais une étude il y a quelque temps où je pensais que le pourcentage de jeunes qui allaient stopper l'avion allait être beaucoup plus important. Et en fait, non, pas tant que ça. D'accord. Pas tant que ça. Mais alors du coup, sur des vols longs ou courts Non, sur des vols beaucoup moyen courrier. D'accord. Et avec des low cost. Ouais, mais après 2 ans de Covid, bon, je sais pas, moi je veux pas juger. Non, mais moi je juge absolument personne. Je dis juste, je fais des constats. Ouais. Je m'attendais à avoir des chutes comme ça. Alors, on a eu une chute du passager d'affaires, ça c'est certain. Mais je m'attendais à une chute plus forte des 15-26 ans, quoi. Et en fait, non. Et le besoin de... Après, c'est quasi 2 ans, 1 an et demi, 2 ans de restrictions. Évidemment que les gens ont eu envie de partir et de s'évader, et voilà. Mais raison de plus, je trouve que ça nous oblige, nous, encore plus, à accélérer le plus possible cette décarbonation pour que les gens puissent continuer de voyager. Parce que l'envie de voyager, elle est légitime, elle est normale, et elle est même souhaitable d'aller voir pour l'ouverture d'esprit, pour tout. Moi, j'imagine pas un monde où on verrait tout en virtuel et on découvrirait la muraille de Chine depuis son canapé. J'ai pas envie de ça, quoi. Mais pour ça, il faut que on mette le paquet sur qu'on accélère. Après, moi, je suis plutôt assez confiante. Alors ça n'engage que moi quand je dis ça, mais je suis plutôt assez confiante sur ce secteur d'activité qui a toujours été un secteur d'activité en pointe, et qui a fait des transformations profondes régulièrement. Et j'ai confiance dans le fait qu'on réussisse cette transition-là. Et parce que elle est... Vous verrez pas beaucoup de gens sur nos plateformes qui sont des passionnés d'avion, qui aiment l'avion. Ouais. Qui vont tout faire pour que ça reste responsable, en fait, que ce soit... Alors ils en ont pas forcément conscience, et c'est ça, hein, dans la RSE, c'est ce qui est le plus difficile, c'est vraiment de montrer à chaque collaborateur en quoi il peut agir, lui, à son niveau, et de lui faire prendre conscience de ça. Ça, pour moi, c'est le plus difficile. C'est vraiment le plus difficile. On fait pas une stratégie RSE, on fait pas de la RSE juste pour se faire plaisir. Ça a un but. Et toi, quand tu fais ça, tu participes à ça. C'est la théorie du colibri, mais ça paraît débile de dire ça, mais si. En partie, si. Alors, il y a la théorie du colibri et il y a besoin d'un leader. Il y a il y a un leadership engagé. En fait, ça fait le lien avec la façon dont je vous ai trouvé, puisque vous avez été récompensé, je sais pas comment on dit, mais en tout cas, vous avez été nommé comme l'une des 40 leaders engagés de l'Institut Choiseul. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que cette notion de leader engagé, je vois que il y a un cycle d'ailleurs qui a été développé par l'Institut Choiseul. Et quand je vous écoutais, effectivement, c'est tellement, ça demande tellement d'énergie en fait d'essayer de convaincre. Mais c'est ça qui est passionnant en même temps. Et c'est ça qu'il faut développer aussi. Donc, bien sûr, il y a des moments, franchement, où je me dis waouh. Là, la CSRD, c'est un exemple. Mais
quand on regarde le mur qu'on se prend pour ce premier rapport de durabilité, je sais pas exactement c'est quoi, c'est un truc de l'enfer, quoi. Ça, c'est. Ouais, parce que vous avez à renseigner, mais et en même temps, je trouve que c'est bien qu'on ait ce reporting maintenant européen qui est obligatoire, qui va toucher beaucoup plus d'entreprises et où on va pouvoir vraiment comparer les résultats, les plans d'action, etc. Donc ça, je trouve ça très très bien. Mais il n'empêche que pour y arriver à sortir ce bon sens de rapport de durabilité, il y a un petit peu de boulot derrière quand même. Faudrait pas que ce soit trop simple non plus. Et pas complètement simple. Et donc il y a des moments, je me dis waouh. C'est pas idée. C'est pas possible. Ça ils se rendent pas compte, Bon. Et j'allais dire, le lendemain c'est passé parce que faut y aller et que ça nous permet. Moi je le vois bien là, on a bien avancé, on commence la rédaction et ça nous permet de voir où sont les angles morts par rapport à tous les data points qu'on a à remplir. On voit où sont les angles morts. On voit là où on n'a pas avancé, où il nous manque des choses. Et au niveau groupe, c'est un truc au niveau groupe. Donc on reporte aussi les actions qui sont faites sur ces sujets-là par nos assets internationaux. Et c'est hyper intéressant de se dire flûte là-dessus, on n'est pas bon. On avait l'impression d'être bon, mais en fait quand on regarde, faut pas que ce soit trop démoralisant non plus, quoi. Mais non, mais faut le prendre. Moi, j'essaie de le prendre, et c'est ce que je dis aussi aux collègues. D'abord, notre rapport de durabilité, il sera pas parfait dès la première année. Donc, on se détend, tout va bien. Il n'y a pas mort d'homme. On n'est pas chirurgien en train de trifouiller le cerveau de quelqu'un, donc on se détend. Il sera pas parfait, mais par contre, ça va nous permettre de voir sur quoi on a des grosses marges des marges de progression, pas forcément des grosses, mais on a des marges de progression. Et comment on se situe par rapport aux autres aussi. Alors, ça, on le saura l'année prochaine quand les uns et les autres auront sorti leur rapport de durabilité, puisqu'on doit le sortir en 25 au titre de 24. Donc, on est tous en train de travailler dessus. Mais ça nous a permis de rentrer en profondeur dans nos plans d'action et de regarder où on en était. Et il y a forcément des trucs où ça va pas, où on n'est pas sur la bonne trajectoire. Alors ça veut pas dire que on l'aurait pas vu de toute façon à un moment donné, mais là, le fait qu'il rentre comme ça dans ce détail-là et qu'on soit obligé de rentrer finement dans tous les détails, c'est pas un exercice qu'on fait habituellement. Donc oui, je le dis comme je le pense, c'est une galère pendant 2 ans parce que il a fallu faire une double matérialité, ce qu'on n'avait pas l'habitude de faire. On en faisait une simple avec nos parties prenantes externes. Ça professionnalise aussi la profession, quoi. Exactement. Et puis ça permet aussi de se rendre compte l'impact financier. Oui, absolument. Tout ça. Bien sûr. On va pouvoir parler au COMEX, on va pouvoir parler chiffres. Exactement. Et ça a permis de rapprocher dans les entreprises le financier et le ESG. C'est comment allier performance sociale et économique, quoi. Exactement. Et on doit allier les deux. Et justement, pour revenir, parce que moi je pense qu'il y a tout ça, c'est génial. Enfin, le réglementaire s'y met. Enfin, on va avoir une place au COMEX, etc. Ça reste une question de personnalité, pas de personnalité, mais de personne. Et d'où mon lien avec la question du leadership engagé. Qu'est-ce que c'est pour toi un leader engagé et comment on le devient ? La question piège. Alors, c'est quoi ? Pour moi, c'est celui qui a la conviction, justement, qu'on peut faire les deux. Et qu'on doit faire les deux. Et qu'on doit se donner les moyens de faire les deux. Voilà, ça, c'est celui qui porte ce discours-là. RSE financier. RSE financier. Que l'entreprise a cette responsabilité, mais j'allais dire qu'il doit être chevillé au corps on ne fait pas du business n'importe comment, au détriment des gens, au détriment des territoires, au détriment des générations futures. Ça, c'est la première chose. Comment on le devient ? Comment on le devient ? Ou alors, est-ce qu'on est
uniquement leader engagé et on le devient pas? Non, je pense que il y a une réflexion qui peut je dis pas que quand on part de 0, voire de -10, on devient un leader très engagé. Mais en tout cas, celui qui se soucie de l'humain, qui a une petite graine quelque part comme ça, qui n'est pas que motivé par le chiffre, qui se préoccupe des collaborateurs. Peut-être que ça vient par là, par la préoccupation d'avoir des collaborateurs performants et que pour être performant, il faut être bien dans ses baskets et croire à ce qu'ils font. Et je sais pas. Honnêtement, je sais pas tellement répondre à cette question-là. Je sais pas comment on le devient. Faudrait poser la question. Peut-être justement par les preuves et les chiffres qui vont sortir. Oui, aussi, peut-être, mais... Mais après, j'avoue qu'on parle d'énergie, on parle de mobilisation, on parle de capacité à engager autour de soi aussi, quoi. Donc, faut y croire. Peut-être que tout le monde ne doit pas l'être, hein, mais... Ouais, faut... C'est pour ça qu'il y en a 40 avec Choiseul. Non, mais enfin, moi, il y en a plein qui sont pas dans Choiseul et que je connais et qui sont super, mais ouais, croire on peut faire bouger les choses autrement que par le business à tout va et le profit à tout va. Il en faut, hein, évidemment, et c'est ça qui permet qu'on fasse le reste. Faut pas le perdre de vue. C'est parce qu'on fait un chiffre d'affaires qu'on est en capacité aussi de mener toutes les actions qu'on mène. Mais peut-être que ce partage de la valeur, la prise de conscience que la valeur doit être partagée différemment, je pense que dans un parcours de dirigeant, ça doit émerger à un moment donné. Et puis, de discuter aussi avec ses pairs, tout bêtement. Ça doit jouer. Il y a un petit côté forcément difficile entre quand on a les actionnaires sur le dos et puis ses convictions et ses collaborateurs de l'autre côté. Il y a des moments, ça doit pas être simple. Non, mais t'as dit un truc intéressant, effectivement, observer ses pairs, parce que si je vois que telle personne, elle cartonne, que ça fonctionne bien à tous les niveaux, j'ai envie de savoir quel est son secret. Et puis après, je pense que c'est aussi poussé par la société, très clairement. Je veux dire, quand t'as des jeunes qui poussent au changement de modèle, à un moment donné, tu ne peux pas faire autrement que de les écouter, d'en tenir compte et d'intégrer ça à ta réflexion. Absolument. Enfin, moi, ça me semble une évidence, mais peut-être que pour d'autres, c'était pas forcément une évidence à la base, mais enfin, je sais pas, on a tous des... C'est s'adapter, quoi, effectivement. Ouais. Et puis, on transmet. On est là, enfin, faut quand même garder en tête qu'on est là temporairement, enfin, pour une période finalement assez éphémère à l'échelle du temps, et qu'on est là pour transmettre, pour prendre et transmettre mieux que ce qu'on a reçu, dans la mesure du possible. Et on le fait à la fois à titre privé, avec notre entourage et notamment nos enfants, mais on le fait aussi professionnellement. Moi, j'ai envie de transmettre... mes enfants, c'est bateau, mais aussi à cette génération, autre chose que ou en tout cas, une évolution de ce que moi j'ai reçu. Et la génération de mes enfants, ils sont 96, 99, qui sont nés les questions bateaux et débiles de mais comment tu faisais sans téléphone portable, j'entends. Eux, ils sont nés avec, mais ils sont déjà à 25 et 28 ans effarés par l'évolution des réseaux sociaux. Ouais, ça va vite. Ça va très, très vite. Ça va de plus en plus vite. Voilà. Et il y a une génération là qui est en train de naître et qui va naître avec l'intelligence artificielle. Et c'est normal. Je veux dire, cette évolution, elle est normale. Mais ensuite, comment est-ce qu'on gère ça dans le quotidien de la société? Comment est-ce qu'on fait évoluer ça? Comment est-ce qu'on prend le
super de l'intelligence artificielle et comment est-ce qu'on se laisse pas bouffer par la machine. Donc, et c'est qu'est-ce qu'on a envie d'avoir? On a envie d'avoir une société dans 100 ans de robots ou est-ce que... Donc, voilà. On a encore plein de sujets effectivement à explorer. Oui. Mais moi, j'essaie de projeter, me projeter et de dire, ok, moi, j'aurais terminé, mais qu'est-ce que mes enfants, quand ils seront adultes, largement adultes, à 50 piges, dans quelle société ils vivront? Et j'en discute souvent avec eux, du reste. Et eux, ils ne se projettent pas pour l'instant. Pour eux, 50 ans, c'est waouh, c'est un âge canonique. Voilà. Et moi, je ne me projetais pas quand j'avais 25 ans à 50, évidemment. Mais, et puis, ça ne faisait pas partie forcément des discussions que je pouvais avoir à l'époque avec mon entourage, mes parents, mes connaissances. Mais, non, mais effectivement, il y a une question d'anticipation, de projection cruciale, effectivement, exactement. Quand on est dirigeant. Et c'est pour ça, pour en revenir à mon début de parcours, la politique joue un rôle là-dessus. Joue un rôle là-dedans. Et donc, qu'est-ce qu'on a envie comme société? Et donc, c'est la politique au sens noble du terme, pas la politique politicienne, mais la politique au sens noble du terme. Quelle société on veut? Qu'est-ce que je projette, moi, comment j'imagine les choses quand j'en discute avec mes gosses, que je les force un peu à réfléchir aussi à ça. Bon... Mais et justement, alors du coup, pour finaliser, pour boucler cette magnifique carrière, est-ce que tu nous as partagé, si tu avais une philosophie, une citation moi j'en ai une qui me tient depuis presque 20 ans, qui n'est pas la mienne, mais qui est celle de Martin Hirsch, qui a intitulé son rapport avant le RSA sur la pauvreté, et qui avait intitulé son rapport « Au possible, nous sommes tenus ». J'ai gardé cette phrase, j'ai gardé ce titre très ancré et ça continue, enfin ça a jalonné depuis 20 ans mon parcours de oui, bien sûr qu'au possible nous sommes tenus. Et il y a plein de choses auxquelles qui sont possibles. Moi, il y a encore... Tu vois, ça devrait être le mantra effectivement du leader engagé, quoi. Ben c'est vraiment génial. Moi, la lutte contre la pauvreté, c'est le truc qui me motive. Alors ça passe par plein de sujets différents, mais le truc que je n'arrive pas, année après année, l'hiver arrive là, alors pas que l'hiver malheureusement, mais là on s'en rend peut-être un peu plus compte, mais de voir dans notre pays des gens dormir dehors et de plus en plus jeunes, c'est un truc que je n'arrive pas à accepter, quoi. Je n'arrive pas à accepter. Et on a bataillé sur ce sujet-là. Enfin, c'est un truc qui, pour moi, le plus insupportable. Il y a plein d'autres sujets insupportables, évidemment. Évidemment. Les violences faites aux femmes, aux gosses, évidemment. Mais ça, c'est un truc... ça me crispe à chaque fois. Je veux dire, juste en sortant du métro, de voir un jeune, je sais pas, s'il avait 30 piges, c'est le maximum, qui est visiblement pas en bon état, qui fait la manche, mais c'est pas possible. Dans des pays développés comme les nôtres, mais c'est insupportable. Pour moi, c'est insupportable. Donc oui, au possible, nous sommes tenus. Ça, c'est mon... Je le garde toujours en tête. En tout cas, on le sent et on le vit un peu avec toi, c'est inspirant. Une dernière question, est-ce que qui tu me recommanderais d'inviter, que tu connais et que tu admires justement pour, j'ai envie de dire, son leadership engagé? Ouais. Et quelles questions je devrais lui poser? Alors, c'est une femme, ce serait Nicole Notat. Que j'admire énormément, que je connais depuis longtemps, que j'admire pour son parcours à la tête du syndicat, de la CFDT, pour la façon dont elle a J'allais dire, oui, je la connais pas, pardon. Okay. Elle a été patronne de la CFDT dans les années 95, 2002, 2003, dans ces eaux-là. C'est des parcours de femmes très engagées.
J'avoue que il faudrait que je lui pose la question moi-même. Je suis toujours très étonnée de voir un pays qui est très... les Français, on est très revendicatifs. On est on est des râleurs, mais au sens positif du terme, moi, je trouve. Et pourtant, on est très peu syndiqués. Ça, c'est un truc qui m'échappe, je ne comprends pas ça. Et aujourd'hui, quand on parle de gens syndiqués, on les casse directement dans les emmerdeurs, quoi. Ouais, Voilà. c'est sûr que c'est pas très valorisé. Ouais. Alors que non, c'est un engagement. C'est un engagement. Et de voir à quel moment il y a eu cette bascule. Parce que je pense que ça Ouais, peut être je sais, elle a sûrement la réponse. Je lui poserai même peut-être la question. Et elle a continué son engagement. Après la CFDT, elle a monté une boîte qui s'appelle Vigéo, qui était une des premières boîtes françaises à faire de la notation extra-financière. D'accord, ok. Qu'elle a revendue et elle a arrêté. Et à la retraite, elle a pris la présidence d'une association qui s'appelle Coup de pouce, qui aide qui a des programmes d'accompagnement pour les enfants depuis la maternelle jusqu'à la fin de la primaire, pour les aider justement à prévenir l'échec scolaire. Okay. Et c'est une association un peu lourde à porter. Et j'avoue que voilà, elle fait partie des femmes inspirantes qui ont cette capacité à embarquer, à donner envie, à structurer. Voilà, et donc je travaille aujourd'hui beaucoup avec elle, avec cette association. D'accord, ok, bah écoutez. Et elle a repris ça. Avec attention. Je ne sais pas quel âge elle a, Nicole, honnêtement, j'ai jamais regardé sa date de naissance, mais en tout cas, elle l'a repris à la retraite, ça j'en suis certaine. Et c'est pas évident, quoi, quand on a toute une vie très engagée, de se dire, mais peut-être que c'est inhérent, en fait, on ne peut pas s'arrêter d'être engagé, même à la retraite, je sais rien. Donc voilà, et moi, voilà, elle fait partie des femmes pour qui j'ai beaucoup de respect. Ça marche. Bah, en tout cas, un grand merci Laure pour ce partage. Avec plaisir. Et puis pour cet échange passionnant et ton engagement très communicatif. Tant mieux alors. Donc à bientôt. Merci encore. Merci Faustine. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, s'il vous plaît, laissez un avis sur iTunes et les autres plateformes d'écoute. Partagez cet épisode autour de vous et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode de Yes We Care, le podcast des dirigeants qui font rimer succès avec humanité.